Et donc salut à toutes et à tous les amis, c'est Darkhoz pour une nouvelle review sur Boruto To Blue Vortex, un chapitre décevant, un chapitre qui va m'énerver, je vais gueuler un peu. La fin est exceptionnelle, il n'y a rien à dire, mais Sarada et Sumire on peut plus, on souffle par ici. Mon Dieu. Je l'explique depuis plusieurs années sur cette chaîne, mais l'amour est l'un des sentiments les plus compliqués à comprendre, surtout pour des adolescents. Et pourtant, c'est le thème qu'évoquent Kishimoto et Ikemoto depuis 2016. Et oui, Boruto fêtera très bientôt ses 10 ans. Ça fait extrêmement mal. Maintenant, pour bien analyser et comprendre l'écriture de Sumire et Sarada dans ce nouveau chapitre, il est important, encore une fois, de retourner dans le passé et surtout dans l'œuvre Naruto et son tome 8. Le 3 août 2001, soit il y a plus de 24 ans maintenant, quand même, putain la vache c'est terrible, Sakura Haruno et Ino Yamanaka se livraient un affrontement brutal dans les arènes de l'examen Chunin. Et c'est quand même fou de se dire que ce combat-là, il a plus de 24 ans. Genre, Sakura versus Ino, c'est plus vieux que certains de mes abonnés et de mes viewers. C'est fou quand même. Vraiment, je suis désolé, mais je trouve ça vraiment dingue. Alors, le combat Ino et Sakura, c'est pas celui qui a marqué les esprits. Il se trouvait à côté de prestations assez folles comme celles de Shino, Gaara, Lee, Naruto, Neji et Sasuke. Mais par contre, il est l'un des combats qui expliquait le plus de choses. Mais puisque comme beaucoup de personnes, tu as sauté le combat Sakura contre Ino, eh bien je vais te dire de quoi il parlait. Cette rivalité d'époque s'explique par le fait qu'Ino a toujours pris Sakura sous son aile, l'aidant à vaincre sa timidité et à s'émanciper de son cadre de bourgeon. Cependant, avec les années, c'est en tombant elle aussi amoureuse de Sasuke Uchiha que la jeune Kunoichi du clan Haruno a décidé d'éclore en une sublime fleur et surtout de ne plus être cette personne faible qui a besoin d'être rassurée et protégée par Ino. Et pour rappel, c'est donc à ce moment précis que la rivalité amoureuse entre les deux filles, elle a commencé. Mais alors la question c'est pourquoi sont-elles passées de meilleures amies à rivales pendant quasiment tout le manga? Du côté du clan Yamanaka, Ino a aidé Sakura à prendre son envol. Mais une fois que cette dernière eut suffisamment confiance en elle et commença à quitter son rôle de petite fille timide, la rivalité prit forme. Ino n'avait plus pour objectif d'aider la jeune Sakura maladroite et réservée. Elle commença à ressentir une crainte, voire la peur d'être surpassée par elle. En résumé, Ino, autrefois confiante, commençait à douter, tandis que Sakura, autrefois timide, devenait sûre d'elle. Ino craignait alors que l'homme qu'elle aimait finisse par s'intéresser à la petite fille qu'elle avait autrefois choisi d'aider. En d'autres termes, Ino craignait qu'en aidant une fille effacée, elle ne se condamne elle-même à perdre l'amour qu'elle convoitait. Elle redoutait ainsi de devenir à son tour cette figure qu'elle méprisait, une femme effacée, incapable de prendre les devants. Et d'un côté, c'est complètement compréhensible. Imagine demain tu aides un gars un peu effacé, timide, pas sûr de lui, qui est pas très présentable, et quelques années plus tard, grâce à toi, grâce à la confiance que tu lui as donnée, ce gars chope la femme que tu as toujours voulu avoir. La femme que tu convoites depuis des années, ce mec-là, il la prend devant tes yeux. Il y a de quoi avoir le seum. C'est le cas de Ino. Après, c'est un développement de personnage qui montrait aussi un manque de confiance en soi de la part d'Ino, mais ça, c'est un autre sujet. Cette rivalité était certes due à un garçon ténébreux, mais en tout cas, elle a motivé pendant de longues années les deux femmes à se surpasser afin d'être toujours plus intéressante aux yeux de Sasuke Uchiha. Et le fait d'être intéressante passait aussi par le fait d'être importante sur le champ de bataille. C'est plus ou moins ce qu'expliquait la forêt de la mort. Les deux Kunoichi quittent leur rôle de petite adolescente amoureuse et voulaient protéger le garçon au talent inné. Alors oui, sur la fin de la première partie, cette motivation de se surpasser était présente pour ramener Sasuke à Konoha. Donc la dite motivation était bien plus importante qu'une simple drague. Mais par contre, Sasuke restait quand même l'élément déclencheur de leur motivation. Au tout début du manga, il fallait être intéressante pour Sasuke, ensuite il fallait le ramener à Konoha, et à une époque, il a même été question de l'éliminer et de le tuer. Ce que je veux dire ici, c'est que les motivations de Ino et Sakura ont toujours été liées à un homme, celle de Sasuke Uchiha, et ça, peu importe la gravité du scénario créé par Kishimoto. Cette rivalité a duré plusieurs années jusqu'à la 4e Grande Guerre Shinobi, où Ino continuait encore de complimenter Sasuke
lors de son retour dans les rangs de Konoha. Alors oui, encore une fois, dans la partie Shippuden, cette dualité était certes moins agressive, mais elle existait encore. Cependant, c'est bel et bien dans Naruto's The Last que la jeune femme blonde a fini par tomber amoureuse de Sai, un shinobi de la même génération qu'elle et en qui Ino retrouvait certains charmes semblables à ceux de Sasuke. Pour beaucoup, cette relation semble sortie de nulle part, mais en réalité, elle remonte au tome 33 publié le 2 juin 2006, où elle avait déjà laissé entendre indirectement qu'il éveillait un certain intérêt chez elle. Vous l'avez donc compris, ce sont les sentiments qu'Ino a développés pour Sai qui ont mis fin à la rivalité amoureuse entre elle et Sakura. Bon, aujourd'hui on va pas se mentir, Ino voulait absolument Sasuke, mais s'est rendu compte que Sakura allait l'avoir, du coup elle a pris le seul gars ténébreux qui restait à Konoha, quoi. En vrai, c'est ça. Hein, soyons sincères un peu. Et c'est là que, selon moi, commence une véritable problématique dans l'écriture de Kishimoto. Plus récemment, Ikemoto et Kishimoto ont ensuite choisi, avec l'œuvre Boruto, de condamner indirectement la fille de Sakura Haruno à suivre un développement similaire à celui de sa mère, c'est-à-dire baser l'écriture de Sarada sur une rivalité indirecte et amoureuse avec Sumire Kake. Pourtant, avec le chapitre numéro 25 de Boruto Two Blue Vortex, Sarada vient enfin de briser cette problématique qui avait pesé pendant plusieurs années sur sa mère. Mais pour bien comprendre tout ça, il faut encore une fois une remise de contexte, et donc retourner encore une fois dans le passé. C'est ultra important. Dans le chapitre 16 de Boruto Two Blue Vortex, publié le 20 novembre 2024, Sumire Kake se rend compte, comme Ino à l'époque, que l'homme qu'elle aimait depuis plusieurs années est également aimé par sa meilleure amie. Et si vous me dites, mais depuis quand Sumire elle est amoureuse de Boruto, bah j'ai envie de te dire que tu n'as pas du tout suivi le manga, l'anime, ni les romans. Car il est important de ne pas oublier que Sumire est secrètement amoureuse de Boruto Uzumaki depuis l'épisode 14 et le premier roman de la série. Cependant, au lieu de rejeter Sarada et d'entamer une rivalité amoureuse toxique et malsaine comme l'avaient fait Ino et Sakura, la fille de Tanuki Shigaraki décide de s'asseoir et de parler avec franchise à sa meilleure amie. Et en vrai de vrai, c'était limite surprenant. Elle déclare alors la sincérité de son amour pour le jeune Otsutsuki, tout en avouant les blessures qu'elle ressentait face à certaines maladresses de Sarada Uchiha. Parce que oui, il ne faut pas oublier que Sarada a sauté dans les bras de Boruto, qu'elle a partagé un moment intime et romantique devant Sumire, en sachant pourtant que elle aussi, elle aimait Boruto. En gros, c'est une connasse. À l'époque, j'en ai bel et bien parlé sur ma chaîne au moment du chapitre et de la review, et j'avais expliqué que Sumire avait gagné énormément de points en parlant de la manière là en tout cas, et que Sarada, elle me cassait très gentiment les couilles. Puteux. Le fait que Sumire exprime ce qu'elle ressent à Sarada était un geste simple mais rempli de sagesse et de maturité. Cela permettait à Sarada de prendre du recul et de réfléchir pendant ce premier arc de Two Blue Vortex qui se déroule dans le désert de Suna. C'est donc parce que Sumire a eu la maturité de mettre des mots sur ses sentiments et sa douleur que Sarada Uchiha a eu une réflexion, mais surtout l'envie de revenir vers Sumire pour s'excuser à son tour et lui montrer que leur lien d'amitié était bien plus fort que tout. Les deux jeunes femmes apportent ainsi une grande maturité au manga Boruto et corrigent les défauts de la génération précédente, c'est-à-dire Ino et Sakura. Elles ne passent pas leur temps à se tirer dans les pattes tout au long du manga, au contraire, elles parlent et trouvent des solutions ensemble. Elles se rendent compte de leurs erreurs, de leurs défauts et évoluent non pas sur un plan de puissance mais de psychologie et de maturité. C'est vraiment agréable à voir, leur complicité est extrêmement belle, mais en vrai, tout ça, ça raconte quoi? Attends, t'emballe pas, je t'explique. Lorsque la première conversation des filles est apparue, j'ai expliqué que c'était l'un des meilleurs chapitres de Two Blue Vortex. On était loin des nouvelles transformations ou bien des personnages qui puaient le flot. C'était juste deux femmes qui parlaient à cœur ouvert et c'était presque jamais vu dans Naruto qu'une femme se confie comme ça, de manière aussi ouverte. J'ai adoré, je l'ai complimenté très fortement l'écriture de Masashi Kishimoto. Mais aujourd'hui, près de 1 an plus tard, pourquoi? Tout ça, ça me casse les couilles. Voilà. C'est donc maintenant que je vais sortir un peu du cadre d'une review classique,
et un peu m'énerver, un peu m'agacer. Ce n'est pas la scène de leur discussion qui m'énerve, parce qu'en réalité, elle est très bien réussie et ça clôt à la perfection les problématiques du début d'arc. Par contre, c'est le message que cela donne qui me casse les couilles. Les personnages féminins sont bloqués dans des histoires d'amour. On ne fait absolument rien d'autre avec les filles dans Naruto et Boruto, et pourquoi? Mais Darkose, tu n'aimes pas l'amour, t'es complètement aigri. Non, non, ta gueule. Bon, d'accord, je ferme ma gueule, mais faut pas oublier que Kishimoto, son point faible, c'est l'écriture des filles dans le manga, quand même. Je trouve, personnellement, que l'excuse là, elle marchait à une époque. Pourquoi pas? Mais là, ça fait 26 ans que Naruto et Boruto, ça existe. Donc faut pas se foutre de la gueule du monde, faut passer à autre chose quand même. L'excuse là ne peut pas durer éternellement. Donc, je vais m'expliquer avec un peu plus de précision. Et pour ça, je vais encore une fois faire une petite rétrospective, mais c'est très utile. Ino et Sakura, c'est une rivalité amoureuse, et pendant longtemps, les deux femmes ne voulaient qu'une chose, être aimées par Sasuke. La problématique d'aujourd'hui avec Sarada et Sumire, c'est une confrontation amicale ayant pour base l'amour d'un homme en commun, comme Ino et Sakura au final. Mei Terumi à l'époque, la Mizukage, c'était l'envie de trouver un homme et de se marier. C'est ce que le Tsukuyomi infini montrait d'elle d'ailleurs. Alors là, tu vas sûrement me dire que j'ai complètement faux, que j'ai complètement tort, parce que Mei Terumi voulait ramener la paix à Kiri et enlever un peu la réputation du village sanglant, du brouillard sanglant. Bullshit. Bullshit, parce qu'en fait, dans Naruto et dans Boruto, surtout à l'époque de Naruto avec les guerres, un shinobi ou une kunoichi qui disait « mon objectif c'est de ramener la paix et d'enlever un peu la réputation de merde de mon village », c'est pas réellement un rêve, tout le monde le veut. Il n'y a aucun protagoniste dans Boruto et Naruto qui a pour objectif de donner une mauvaise réputation à sa famille, à ses potes ou à son village. Donc, un personnage qui dit « je veux ramener la paix », oui, ok, est-ce que c'est un rêve ou un objectif qui définit le personnage? Non. Naruto veut ramener la paix, c'est pareil pour Hinata, Kakashi, Omoi, le Raikage, Onoki, ils veulent tous ramener la paix, c'est le but du manga. Mais c'est pas le rêve c'est pas la ligne conductrice du scénario et de son rêve, de ce qui le désigne lui. Ce qui désigne Mei Terumi, c'est le fait qu'elle veut avoir un mec et qu'elle veut se marier, hein. Je me répète, mais quand le Tsukuyomi montre son rêve ultime, c'est d'être amoureuse d'un homme et de se marier. L'histoire de Tsunade tournait autour de sa relation avec Dan et ensuite sur un amour tragique avec Jiraiya. Hinata, c'était l'amour qu'elle avait pour Naruto Uzumaki au travers des années. Pourtant, on pouvait très bel et bien faire tout un arc Shippuden avec Hinata, avec son rôle de princesse Byakugan, son rôle de princesse Hyuga, en tant qu'héritière, comment passer de la fille timide et réservée à une figure politique, parce que Hinata était condamnée à être une figure politique. Elle était condamnée à mener le clan Hyuga, donc on aurait pu faire un arc narratif qui parlait de Hinata comme ça. Comment elle va passer de la fille timide qui se cache derrière des poteaux à la fille qui va diriger tout un clan et être une figure politique au travers des autres pays? Ils ne l'ont jamais fait, c'était juste... Naruto-kun, détestable. Cette partie-là était très chiante de Hinata. Je kiffe le perso, mais c'est ce moment de Naruto-kun. Arrêtez. Plus récemment, Ada parle du fait qu'elle recherche un amour sincère et véritable, des sentiments qui ne seraient pas contrôlés à cause de son pouvoir. Karin Uzumaki, si tu lui enlèves Sasuke et l'amour qu'elle avait pour lui, il ne reste plus grand-chose. Elle n'avait pas de réel objectif. Nous avons aussi l'exemple de Yodo qui nous parlait il y a quelques mois des sentiments qu'elle avait pour Shinki. Toute sa motivation pour récupérer l'épine de l'âme tournait justement autour de l'amour qu'elle avait pour un garçon. Rin Nohara était amoureuse de Kakashi et toute son histoire parle d'un triangle amoureux entre elle, Kakashi et Obito. Kurenai, une fois en couple avec Asuma Sarutobi et officiellement enceinte, n'aura qu'un rôle de femme au foyer comme Hinata, Sakura et bien d'autres. Bref, des cas comme ça, il y en a une multitude, mais ça donne juste une impression qu'Ishimoto ne sait toujours pas développer des personnages féminins en dehors du cadre de l'amour. Aujourd'hui, ok c'est mignon, ok c'est très cool à voir, mais venez, on est un peu sérieux. On se fait chier, non? Genre là, on a quasiment 15-20 pages de Sarada et Sumire qui parlent d'amour. C'est long, hein?
Et pour que tu puisses un peu mieux comprendre ce que je veux expliquer, on va prendre à titre de comparaison des personnages de Naruto et Boruto. Donc on va prendre le héros du manga, des personnages secondaires et même des tertiaires pour te prouver que les personnages tertiaires de Naruto sont mieux développés et plus intéressants que Sarada et Sumire actuellement. Et oui, je vous l'apprends plus aujourd'hui, mais le développement de Naruto à l'époque est celui du paria qui devient héros. De l'enfant seul et rejeté, considéré comme un monstre, il se bat pour être reconnu et aimé. C'est l'histoire d'un outsider qui s'impose grâce à des valeurs qui manquent dans le monde. Il apprend à frapper avec ses mots, il devient un héros du shonen non pas puissant physiquement, mais fort avec sa rhétorique. Le développement de Gaara tourne autour de la solitude, de la haine et de la rédemption. Il commence comme un enfant rejeté et monstrueux qui ne vit que pour tuer, puis il évolue grâce à Naruto vers un leader responsable et aimé devenant Kazekage. C'est l'archétype de la rédemption par la compréhension et la connexion humaine. Gaara parle d'une victime d'une éducation parentale reposant sur le fléau de la guerre. Il parle d'un enfant vu comme une arme pour servir un peuple qui a peur. Rock Lee se concentre sur le dépassement de soi. Incapable d'utiliser le ninjutsu et le genjutsu, il se forge uniquement par le taijutsu. Lee, c'est un symbole de persévérance, de travail acharné et de volonté face aux limites naturelles. C'est l'histoire d'un garçon qui a peur d'être un lambda, il souhaite laisser une trace et marquer le monde. Pourtant, tout semble lui montrer que c'est impossible. Il est le faible parmi les forts et pourtant il n'abandonnera jamais. Il est la persévérance. Le développement de Jiraiya parle d'un maître imparfait qui porte l'échec de n'avoir pas pu sauver ni son maître ni son élève et de n'avoir pas pu confesser son amour à Tsunade. Il est guidé par sa volonté de transmettre ses idéaux à la nouvelle génération, mais sa mort scelle son rôle de mentor qui croit encore en un futur meilleur grâce à une étrange prophétie. Donc là, tu vas me dire, mais Darkhoz, tu prends que les personnages importants de Naruto, tu triches. Très bien, on va prendre Omoi de Kumo, le tismé beau gosse à la sucette là. Tu vas voir. Omoi, son développement est forcément plus discret car c'est un personnage tertiaire. Mais son écriture repose sur la peur et l'anxiété d'un soldat sur un champ de bataille. C'est un ninja constamment inquiet qui imagine toujours le pire scénario. Son évolution, c'est d'apprendre à transformer cette angoisse en vigilance et en lucidité pour devenir un shinobi fiable et réfléchi, notamment lorsqu'il prend ses responsabilités par rapport au village de Kumo, et tout ça après la 4ème grande guerre shinobi. L'anime Boruto a d'ailleurs très bien compris le personnage de Omoi, parce qu'il a été développé, il a pris en maturité et il a évolué. Omoi, il est presque parfait. Et pourtant, c'est un personnage tertiaire, hein. Il y en a, ils ont complètement oublié Omoi. Omoi. Je ne sais pas comment il s'appelle en fait. Omoi. En parlant de l'anxiété pour un soldat, Kishimoto avait fait l'effort d'offrir à un personnage pourtant oubliable une écriture assez folle. On parlait d'auto-sabotage ou presque de maladie mentale, tellement l'anxiété était parfois incontrôlable et trop forte. Ça relevait presque de la paranoïa. Souvenez-vous qu'à l'époque, tellement parano et tellement fou le gars, il pensait qu'un caillou avait détruit Konoha, alors que c'était l'attaque de Pain. Le mec était complètement barge, il se faisait bouffer par l'anxiété. C'était une dinguerie. Et dans Boruto, le gars, bonhomme, hein, carré. Maintenant, pour en revenir à nos personnages de base et surtout sur le sujet de l'amour, alors oui, le manga Boruto développe beaucoup mieux ce sentiment que l'œuvre Naruto, qui donnait quant à lui l'impression d'avoir des couples sortis un peu de nulle part à la fin, genre Shuji et Karui. Hein. On cherche toujours à comprendre aujourd'hui, on sait pas comment ça s'est passé. Le braquage. Mais aujourd'hui, il n'y a rien à dire, c'est extrêmement cool, on voit toutes les relations naître et grandir, genre Imawari et Inojin, Konohamaru et Moegi, Boruto et Sarada, et même si elle est morte aujourd'hui, il y avait aussi le cas de Yodo et de Shinki. Mais en vrai de vous à moi, est-ce que l'amour là actuellement, ça prend pas un peu trop de place? Alors, je suis d'accord parce que le monde commence à partir en couille et il n'y a plus beaucoup d'espoir, donc l'espoir, justement, des humains, c'est l'amour. Je suis d'accord. Mais en vrai, ça prend trop de place, non? Hein? Et du coup, la question, c'est est-ce que les personnages féminins n'ont pas comme seul intérêt d'écriture l'amour?
elles ont que ça en vrai. Dans ce manga, on pourrait avoir des femmes qui, par exemple, mettent en avant leur clan ou réparent un passé douteux. C'est justement le cas de la famille Shigaraki, reconnue comme d'anciens alliés de Danzo Shimura et donc d'anciens membres de la Racine. Toute leur famille, elle est ultra douteuse, hein, et Konoha s'en méfie comme la peste. Même si avec les années, Sumire a gagné la confiance des autorités, il aurait été intéressant qu'elle persévère autrement que par « je suis amoureuse d'un gars ». En fait, même si elle a été endoctrinée et contrôlée par son père et tout le côté Racine, il faut pas oublier que Sumire a voulu détruire Konoha. En fait, si tu prends le cas de l'anime et de l'univers Boruto, parce que bah oui, il existe des romans Boruto, Sumire, c'est la toute première antagoniste de l'univers Boruto. Elle a voulu péter Konoha. C'est la première méchante de l'univers, hein. Il faut pas l'oublier. Donc, bah, c'était pas déconnant de développer Sumire en tant que personne qui voulait se racheter par rapport à un passé douteux. Mais il n'en est rien. Boruto-kun, c'est que ça en fait. Cependant, Sumire, bah, c'est le noué, ce sont des informations secrètes sur la Racine. C'est la possession du Gozu Tenno, ce sont des techniques Shuton surpuissantes. Mais c'est également une membre des équipes scientifiques de Konoha qui évolue aujourd'hui avec Amado Senzu, un homme possédant l'ADN de Shibai Otsutsuki, le dieu suprême. Alors pourquoi ne peut-on pas développer cette femme autrement que par l'intérêt d'un homme? Par exemple, Karin Uzumaki aurait pu être une femme cherchant à venger le clan Uzumaki, à redonner à son histoire et à son clan un âge d'or, à faire renaître le pays des tourbillons par exemple. Cela aurait été l'occasion pour faire un arc ou une histoire captivante avec Naruto Uzumaki, puisqu'ils sont tous les deux, en fait, les derniers membres du clan Uzumaki. Mais non, son personnage tourne uniquement autour de l'amour et l'admiration qu'elle a elle aussi pour Sasuke. Et c'est pas comme si dans le manga, Sakura et Ino faisaient déjà ça en fait, quoi. C'est triste. Pourtant, je me répète, Karin, c'était l'occasion de développer le clan Uzumaki, à qui il nous manque un nombre d'informations spectaculaires. Hein. Comment leur pays a disparu, c'était quoi l'événement de la disparition du clan Uzumaki du pays des tourbillons? Il s'est passé quoi pour qu'un pays disparaisse comme ça en une nuit? Il nous manque un nombre d'infos assez folles, mais non, Karin, ce sera juste Sasuke-kun. Actuellement, j'ai l'impression que nous sommes incapables de développer un personnage féminin sans lui coller un rôle lié à un homme. Et avec le temps, je trouve ça juste vraiment déplorable, c'est juste trop triste. À la rigueur, si nous avons un personnage comme ça, ok, pourquoi pas. Mais que tout le catalogue de personnages féminins soit construit sur ce schéma-là, là, il y a un problème. Il y a juste Kurosuchi Kamizuru qui a réussi à évoluer et à exister sans l'importance d'un homme. Et quand Kishimoto réussit cet exploit légendaire, bah, le personnage il disparaît, on ne le revoit plus. Là, actuellement, où est Kurosuchi? Personne ne sait. Hein. Alors là... Waouh! Vraiment, je suis extrêmement déçu et ici, à Brest, on souffle. On en a un peu ras le cul. Quand je dis on, il n'y a que moi, mais on souffle quand même. Je souffle fort. Aujourd'hui, j'ai besoin d'une femme forte dans ce manga. J'ai besoin d'une femme qui porte l'histoire bien plus que le héros. J'ai besoin d'un personnage développé autrement que par « je suis amoureuse de quelqu'un ». En fait, j'ai besoin d'autre chose qu'une Ada qui regarde avec son Senrigan à distance sa télé-réalité là, et puis elle rougit en mode « Ah, oh les filles, oh les garçons !» Ça me rend fou, c'était marrant pendant 1 an ou 2, mais ça fait trop, ça fait trop. Dans Boruto, je veux une Izumi Curtis, je veux une Bulma, une Mira Armstrong, ou encore une Balalaika. Même Mirai Sarutobi, elle a complètement disparu, alors qu'au tout début de la génération Boruto, avec les one-shots et les chapitres spéciaux, elle était présentée comme la garde du corps et la conseillère limite de Naruto Uzumaki. Elle amenait en déplacement Kakashi, elle revenait pour Naruto. Mirai Sarutobi, la fille de Asuma. Le néant. Bref, je veux des femmes qui peuvent exister et vivre sans un personnage masculin, voilà tout. Faites en sorte que Sarada parte en mission seule, comme fut jadis son père. Une mission pour le village ou pour ramener Sasuke, qu'elle prenne ses responsabilités, qu'elle aille voir Sakura demain et lui dise « en fait, je ne deviendrai pas Hokage en restant à la maison. Je vais chercher papa, je le ramènerai, promis. » Et en faisant une promesse, bim, ça fait écho à une vieille promesse qui nous a toutes et tous fait vibrer. Ce serait incroyable. Faites en sorte que Sumire trahisse plus ou moins Amado Senzu et qu'elle mette la main sur le prétendu corps de Shibai
ou sur des informations qu'on veut toutes et tous depuis plusieurs années. Est-ce que Amado, il a un lien avec les stèles Otsutsuki? Est-ce que Amado et sa fille, ce sont des anciens Otsutsuki? Est-ce que ce sont les Otsutsuki de la stèle effacée? Remontrez-nous le Noué et ses capacités folles au combat, enfin bref. Je ne demande pas grand-chose, hein, juste des filles importantes. En fait, je commence à comprendre un peu l'histoire de Boruto. Parce qu'en fait, si on met pas les filles de 15-16 piges en mini-jupe ou en tenue un peu chelou pour des gars chelous, en fait, il reste rien, quoi. Il reste rien des personnages. Leur seul moyen, je suis désolé, je suis saoulé, le seul moyen que ces personnages féminins existent aujourd'hui, c'est en parlant d'amour et en les sexualisant alors qu'elles ont 15 piges, pour des vieux gars bizarres qui vont se LeBron James sur des couvertures. Voilà, ce qu'est devenu Boruto et ce que devient ces personnages féminins. Il n'y en a pas un seul d'intéressant. C'est déplorable, c'est trop triste. Kishimoto, tu as du sang sur les mains, et je t'en veux pour ça. Je t'aime plus, en fait. C'est fini. Toi et moi, c'est fini. En vrai, à ce rythme-là, je préférerais limite qu'il n'y ait aucun personnage féminin et que... Bon, quitte à être sexiste, et quitte à ce que ce mangaka-là se fasse passer pour un sexiste, vas-y à fond. Ne me mets plus de personnages féminins, fais-moi que des mecs bien développés, parce que tu sais faire que ça. Et voilà, quoi. Mais me mettre 20 pages qui me parlent d'amour et d'amour et d'amour, et Boruto, tu penses que Boruto, il va aimer ma nouvelle robe? Connasse, va. J'en peux plus, c'était long. Bref, je le répète, la discussion entre Sumire et Sarada est cool et elle clôt bien les problématiques entre les deux personnages. Mais par contre, arrêtez de me montrer une femme et une adolescente avec comme seul contexte une relation amoureuse. Ce n'est pas que ça et j'ai la certitude qu'il y a d'autres choses à proposer et à faire. Bon, maintenant que mon coup de gueule est un peu fini, on va retourner dans le cadre d'une review un peu plus classique et je vais me calmer un peu. On va essayer. Nous nous trouvons ensuite dans l'hôpital de Konoha avec Konohamaru qui est sur pied, tout beau, bien beau gosse, bien frais. Regardez-moi cette bonne bouille là, comment il est beau. Il s'est pas fait ouvrir les bras et le dos il y a quelques chapitres, genre, peut-être que c'est moi qui suis fou, mais je vous montre des pages, peut-être que c'est moi qui vois mal, là. Il y a quelques heures, quelques jours, il se faisait pas éventrer dans tous les sens par Matsuri. Genre, il était en train de hurler à la mort, il en pouvait plus, il était en train de canner sur place. Sans Boruto, le gars, il serait mort. À l'époque, j'étais même surpris que le gars puisse sprinter. Mais non, en fait, on en est là, quoi. Pareil, Konohamaru, il s'est fait éventrer, et édosser, je sais pas comment ça s'appelle. Mais putain, les gars, il y a que moi que ça dérange là, genre... Sur les pages, on le voit, il hurle à la mort, on voit qu'il se fait éventrer les épaules, enfin il se fait percer les épaules, déchirer le dos, son dos il se fait ouvrir en deux, il est en train de hurler. Et là il est assis, même pas un pansement. Non mais c'est la fête, de toute façon c'est Boruto, c'est le kiff. On y va. Nous revoyons ensuite Sakura Haruno qui présente le bilan santé de Moegi Kazamatsuri et quel plaisir de la revoir. Bon, pareil Sakura, on la revoit une fois tous les 2-3 ans pour soigner un gars au hasard, donc profitez des planches où vous voyez Sakura, parce que normalement on va la revoir dans 8 ou 9 mois pour soigner un gars encore une fois et pour dire il a besoin de repos. Ah! Sakura explique donc à tout le monde que le chakra de Moegi est nettement disparu, ou du moins il a diminué, et ça s'explique par le fait qu'elle n'a pas mangé ni bu pendant plusieurs jours, en plus de s'être fait drainer son chakra pendant une longue durée par le Shinjuego Matsuri. Pour la faire simple, son cas est similaire à celui de Yamato qui avait quasiment le même rôle durant la guerre par le biais de Zetsu. La scène concernant Moegi est assez courte et elle s'arrête sur la complicité de Konohamaru et Moegi ensemble, chose qui officialise plus ou moins leur couple, et en vrai, là-dessus, c'est super cool. Bon, par contre, Sakura, après, elle fait rien de plus, elle dit rien de plus, hein. Waouh. Non, mais après, vous allez me dire que vas-y, Darkos, tu fais que de gueuler, et le chapitre est extrêmement cool, tu sais pas apprécier les choses très cool. Non, là, il y a du foutage de gueule. Les chapitres sont très bons, je dis que c'est très bon. Le chapitre là, il n'y a que la fin qui est très bonne. 30 pages, ça pue du cul. Hein. Sakura Haruno explique donc que Moegi est en convalescence pour un bon moment, parce qu'elle est restée prisonnière de l'arbre pendant quelques jours. Elle a donc un chakra frôlant limite les 0%, en plus d'une malnutrition. Mais à aucun moment, ni elle ni Sarada n'ont l'intelligence ou le réflexe de se dire et si Moegi est dans un état comme ça au bout de quelques jours, qu'est-ce qu'il en est de Sasuke Uchiha? Qu'est-ce qu'il en est de mon mari et de mon papa, qui est dans un arbre depuis plusieurs mois, voire plusieurs années? Voilà.
Il n'y a aucune des deux qui se pose la question. On a le premier bilan santé mondial d'un prisonnier de Shinju humain. C'est le premier bilan. On voit la gueule de Moegi, ça fait un peu peur. On voit que la meuf, elle est en susu. Elle a du mal à parler, elle a du mal un peu à se remettre de ses émotions. Ça fait que quelques jours qu'elle est prisonnière. Et il y a... Je sais pas, Sakura ni Sarada, ils se disent... Peut-être que pour papa, ça va être chaud. Peut-être que papa, on va pas le récupérer en entier. Peut-être que papa, on va le récupérer, il y aura peut-être que les os. On sait pas. Je sais pas. Personne ne se pose la question, c'est la fête, quoi. Bref, ce que je veux expliquer, c'est que Moegi, c'est un cas critique pour avoir été prisonnière pendant quelques jours. Mais qu'en est-il d'un gars détenu depuis plusieurs mois, voire années? Pourquoi n'a-t-on pas le droit à une case où Sakura présente le bilan, puis pense et s'inquiète pour Sasuke? Juste une case où il y a écrit Sasuke-kun avec 3 petits points, ça me suffirait. D'ailleurs, pourquoi Sakura Haruno ne bouge pas son cul de Konoha pour retrouver Hidari et lui péter le cul? Putain, toute sa vie, Sakura a couru après Sasuke, et quand Sasuke se fait fumax, elle bouge pas son cul. Elle reste dans l'hôpital soigner des angines et des rhumes et des bobos et des petites plaies. Pourquoi elle ne bouge pas son cul? Pourquoi je ne vois pas Sakura inquiète? Genre là, Sakura, elle sait que Sasuke, il est en train de crever dans un arbre, qu'il y a un clone de Sasuke zombie plante qui se balade partout dans le monde et tout. Elle bouge pas son cul, la sœurette. Elle bouge pas son cul. À l'époque de Sasuke Retsuden, elle avait bougé son cul pour Naruto. À l'époque de Naruto Gaiden, elle avait bougé son cul pour sa fille. Mais pour Sasuke, par contre, elle bouge pas, quoi. Putain, je comprends plus. Ils viennent de nous expliquer indirectement que Sasuke est dans une merde pas possible. Ils nous disent, chers lecteurs, chères lectrices, regardez la gueule de Moegi, maintenant pensez à Sasuke. Genre là, ça fait quelques jours que Moegi, elle est dans un arbre. Regardez l'état dans lequel elle est, là. Elle a failli crever, là. Maintenant, pensez à Sasuke, maintenant. C'est drôle. Et Sarada, elle part avec Sumire en lui tenant la main et elle court dans Konoha. Oui. On veut tous les deux ken le même boug. Ah! À côté, nous découvrons que Gaara est hospitalisé à Suna et que Shinki est revenu lui aussi à la normale. Aucune nouvelle de Yodo et encore moins de discussions entre Shinki et Araya. Et en vrai, c'est dommage. Il y avait un truc à faire comme ça, je vous l'ai déjà expliqué dans une précédente review. Encore une fois, je suis déçu, hein, ça change pas. Pour la simple et bonne raison que Shinki s'est sacrifié pour Gaara en confiant le reste à ses amis. Mais c'est un choix qui a indirectement tué Yodo, dont Araya était amoureux. On avait donc le droit et surtout l'occasion de voir Araya en vouloir à Shinki en lui parlant de ses responsabilités en tant que ninja. Parce que, rappelez-vous, pour le coup, Shinki a laissé agir ses émotions et a refusé d'obéir à son Kage, donc Gaara, chose qui a mené à la mort d'une amie. Il y a donc vraiment quelque chose à exploiter ici, le deuil par rapport à l'amour et le fait de ne pas obéir à son responsable, de ne pas obéir à son Kage et donc ramener les lois des ninjas, qui faisaient d'ailleurs le charme de Naruto au début, hein, ramener tous ces deux lois de ninja à l'avant du scénario, mais pour l'instant, il n'en est rien. Bon, peut-être que je parle trop vite, peut-être qu'on verra ça dans quelques chapitres, mais pour l'instant... Ah, j'en peux plus. Nous avons également Sai qui intervient pour prévenir Shikamaru qu'il est convoqué par le grand conseiller. Et à partir de là, la deuxième partie du chapitre de Boruto est excellent. Le cas de Shikamaru, le cas de Himawari et de Boruto, là, la fin de review, Darkos va être content. On est goldé. Parce que oui les amis, c'est une très bonne surprise, Masashi Kishimoto a complètement oublié Kakashi, Tsunade, Rock Lee et tous les autres, mais par contre, il n'a pas oublié Enshu Nara. Même vous, c'est pas qui c'est, je vous dis Enshu Nara, vous êtes Darkos. Qu'est-ce que tu nous racontes? Qui est Enshu Nara? Pour rappel, Enshu Nara est le doyen des grands conseillers de Konoha et surtout du clan Nara. Nous l'avons vu par exemple dans l'anime Boruto lorsqu'il essayait d'embrigader Shikadai en politique. Pour te la faire très simple, logiquement, ce monsieur-là est une sorte de supérieur aux deux vieux doyens de Konoha. Donc Koharu et je sais plus qui là. Les vieux qui devaient être morts depuis 20 ans mais qui sont toujours en vie. Voilà, Enshu, c'est plus ou moins
leurs dirigeants, leurs responsables. Il y a les doyens de Konoha, lui c'est le grand doyen, et au-dessus il y a le daimyo. L'explication est très foireuse, mais je te la fais comme je peux, pour pas faire 3 heures de vidéo. Je suis gentil, encore. On raconte même que Enshu exerçait avant même que Shikaku ne dirige le clan Nara, et ce dernier avait même du mal à lui tenir tête. Cet homme est très dangereux pour Shikamaru, puisque bien plus qu'être le doyen des Nara et de Konoha, c'est surtout un homme qui entretient des relations importantes avec des personnages haut placés en politique, comme les daimyo par exemple. Nous en avons pour preuve le fait qu'il ait voulu envoyer Shikadai faire un stage de 2 ans avec l'empereur du pays du feu, afin d'en faire un politicien de haute volée. Et donc oui, je pense que Shikadai aurait pu avoir une carrière de daimyo. Quand même. Enshu est donc directement lié à Ikkyu Madoka, l'actuel daimyo du pays, qui, quant à lui, a expliqué dans les premiers chapitres de Boruto To Blue Vortex que Shikamaru commençait à être un problème pour le village de Konoha et pour le pays du feu. Les étaux se resserrent donc sur Shikamaru car maintenant il a l'empereur Ado ainsi que les doyens classiques Kohoru et Omura, et désormais le grand doyen est conseiller de son propre clan Enshu Nara. Shikamaru est dans la merde, de chapitre en chapitre son cas s'aggrave. Je le plains. Autant te dire donc que Shikamaru est complètement dans la merde parce qu'il se met à dos ses responsables, son clan, son village, et même Ino Yamanaka veut plus voir sa gueule limite. C'est un plaisir. C'est aussi pour cela que je vous renvoie vers une vieille vidéo et théorie de ma chaîne où je vous disais que Tento fera bientôt son retour comme ninja. C'est sûr qu'à un moment ou à un autre, il y aura une mission d'assassinat sur Shikamaru Nara, ou du moins, pour l'instant, c'est ma théorie. L'Hokage actuel dérange les politiques et les gens veulent s'en débarrasser, et ça risque de se faire par un assassinat. Et si nous avons revu Ikkyu à plusieurs reprises, il est important de rappeler que Tento, quant à lui, est toujours porté disparu et n'a toujours pas fait son retour dans To Blue Vortex. Tento, à l'époque, il est apparu dans le 2e arc de Boruto, donc peut-être que Tento réapparaîtra dans le 2e arc de To Blue Vortex. Peut-être que c'est le lien qu'ils veulent faire aussi. La dernière fois, le jeune garçon expliquait qu'il voulait devenir lui aussi ninja, afin de pouvoir aider son père dans les choses qui le contraignent et le dérangent. Tout était en fait devant nos yeux depuis le début. Le retour de Tento ne tardera plus selon moi, cela fait 4 ans qu'il s'entraîne et ça fait 2 ans que je vous en parle. Et son retour sera forcément des plus attendus. C'est donc une écriture venant de Kishimoto qui pourrait faire référence de manière indirecte à Thomas Sankara, Salvador Allende ou encore Laurent Désiré Kabila, 3 présidents qui se sont fait assassiner entre 1973 et 2001 par la main de leur propre garde du corps ou bien de leurs conseillers. C'est une trame narrative qui n'a jamais été exploitée par Kishimoto, l'assassinat par ses propres pairs et le fait qu'un président ou un kage se fasse assassiner par un bras droit ou bien un cadre politique plutôt proche. Et je pense qu'on y arrive tout doucement. J'attends donc avec impatience la discussion entre Shikamaru et Enshu. Bon, maintenant passons aux choses sérieuses du chapitre et les 2 sujets les plus intéressants. Nous retrouvons Himawari au domicile des Uzumaki, mais surtout une fille avec un nouveau design puisque le tournesol présent sur son t-shirt a fini par éclore, ou du moins il a changé de forme. Chaque pétale du tournesol a fini par se transformer en queue, formant désormais les 9 queues du démon. C'est donc une évolution du design que je trouve extrêmement cool et je vous explique pourquoi. Himawari veut dire tournesol en japonais. C'est donc la chose qui symbolisait son vêtement, mais aujourd'hui, la fleur s'est transformée en renard à 9 queues. Le tournesol s'est donc émancipé de son cadre pour avoir un visage plus offensif. Et c'est justement ce que le chapitre sur Kurama explique, puisque ce dernier affronte Himawari dans divers combats d'entraînement. Le démon renard à 9 queues explique donc que Himawari n'est pas simplement une humaine ou bien une kunoichi, elle se rapproche davantage du stade de Jura ou de Kyuubi. Kurama va même jusqu'à dire à la jeune fille qu'elle devrait se considérer comme l'incarnation du chakra lui-même, bouger et agir comme une énergie. Ce sont des informations rapides et parfois floues, mais elles expliquent beaucoup de choses. Himawari est plus proche du cadre d'un Biju que d'un Jinchuriki, ce qui confirme en partie une ancienne théorie selon laquelle Himawari et Kurama ne feraient qu'un, un peu comme avec le Baryon Mode de Naruto. Leurs 2 énergies sont identiques et déjà plus ou moins fusionnées.
Je pense donc que Himawari pourrait avoir un mode Baryon beaucoup plus cheat que Naruto parce qu'il ne s'épuiserait pas. Je pense. Il n'y a en fait aucun sceau qui retient le démon. Il s'est réincarné dans le corps de Himawari et il est réapparu en elle, ce qui signifie donc qu'ils sont liés. Leur coopération n'aura pas un besoin de Fuinjutsu ou autre. En tout cas, j'aime beaucoup le personnage de Himawari qui, depuis son enfance, ne cherche qu'une seule chose, s'entraîner. Elle est bien plus intéressante que Sarada ou Sumire car elle souhaite dès son plus jeune âge soulager son frère d'une fatigue et d'un poids trop lourd pour lui. Même dans l'animé, on la voyait plein de fois s'entraîner toute seule et c'est extrêmement cool, elle en veut, elle a la hargne. Himawari voit les gens souffrir et même si l'animé nous a appris qu'elle ne voulait pas spécialement devenir ninja, elle le fera tout de même pour protéger et soulager les siens. Elle ressemble étrangement à Gohan dans Dragon Ball dans son développement et son écriture, ce qui est super intéressant. Depuis le chapitre 1, elle demande à Shosho ou à Kurama de l'entraîner plus durement et plus souvent pour s'améliorer rapidement. Et à ce rythme, Himawari deviendra très vite monstrueuse. Elle est devenue mon personnage féminin préféré et pour ça, merci Ikimoto et Kishimoto. Puis vient le moment le plus intéressant du chapitre, Momoshiki. Boruto, quant à lui, rencontre Momoshiki dans un lieu qui n'est pas inconnu, un endroit que l'on connaît depuis maintenant 8 ans. Lors des chapitres 9 et 10 de Boruto Naruto Next Generations, après la mort de Momoshiki, l'endroit où a eu lieu l'explosion du Rasengan est devenu une dimension figée dans le temps. Comme si cette explosion avait scellé deux destins liés par le Kama, c'est donc là que l'on retrouve Momoshiki, le fort intérieur de leur lien, l'endroit où leurs destins se sont fusionnés. On découvre un Momoshiki étrangement déprimé, condamné à vivre pour l'éternité dans un lieu où rien ne se passe, coupé du monde extérieur. Il va même jusqu'à dire qu'il regrette presque d'avoir sauvé la vie de Boruto lors de l'offensive de Code et de Kawaki. L'Otsutsuki fait comprendre qu'il n'a plus aucun moyen de contrôler Boruto depuis l'ellipse tout du moins, et surtout qu'il n'a plus accès au monde extérieur, il est totalement isolé du monde. À l'époque, par exemple, Kurama voyait et ressentait tout ce que Naruto vivait et voyait, ce qui provoquait parfois sa colère et faisait perdre le contrôle à Naruto. Mais Momoshiki, lui, est seul dans une dimension figée où rien ne se passe depuis plus de 3 ans maintenant. Cela peut s'expliquer désormais par le fait que le Kama a été présenté et reconnu comme une porte d'entrée et de sortie, du moins comme l'expliquait Amado Senzu. Boruto réagit rapidement aux propos de Momoshiki en lui proposant quelque chose de très intéressant. Il lui demande de lui offrir sa puissance afin de vaincre Jura, et si cela fonctionne, Boruto sera prêt à abandonner son corps à l'Otsutsuki. C'est ainsi que se conclut le nouveau chapitre de Boruto et que Momoshiki réapparaît pour la première fois dans Two Blue Vortex. Et les gars, je vais pas plus en parler ici parce que le deuxième épisode du Jippo va arriver dans les prochains jours, prochaines semaines, et c'est là-bas que je vais parler du coup du pacte entre Boruto et Momoshiki, et donc le fait que Momoshiki pourrait un jour contrôler le corps de Boruto. Et il va se passer quoi? C'est quoi les solutions, les stratégies de Boruto qui vont être mises en place? C'est quoi l'avenir du manga? Eh bien, rendez-vous dans le deuxième épisode du Jippo, chapitre très décevant qui m'a un peu énervé, mais on valide, on reste dans le bateau. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Tu connais Instagram, tu likes, tu poses des boosts parce que c'est la nouveauté maintenant. Et voilà, plein de kiff. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. On explose les likes et je vous dis à très bientôt. Plein de bisous et on a l'habitude. Date tes bassos.